pense qu'aujourd'hui, on a quand même un vice qui est quand même de beaucoup taper sur les flics. Vous allez mettre votre vie en jeu pour des gens qui, samedi d'après, vont vous jeter des pavés sur la tête. Les gens ont plus confiance en nous. Nous, on n'a pas confiance dans les gens. Le dialogue est rompu, et pour le regagner, ça va être compliqué. On a plus besoin de soutien dans le cadre des missions qui sont les nôtres que, une fois de plus, d'être stigmatisé. La France aime sa police et il serait temps qu'elle le montre. On pourrait la rassurer, la police. Je vais pas dire l'aimer un peu plus, mais oui, la considérer. Mon cher ami policier, je ne demande que ça, mais il va falloir que tu m'aides. Il va falloir que tu acceptes d'être filmé. Si on n'avait pas filmé les violences policières de Michel sera en prison. On n'aurait jamais su. S'il n'y avait pas ces images, peut-être qu'on serait encore dans le déni et dans le mensonge. Ce qu'on sait de cette histoire, on ne la sait que par les images. Il va falloir que tu acceptes d'être contrôlé de manière indépendante. Nous n'avons à aucun moment eu de velléité de couvrir quoi que ce soit. 2500 blessés, dont de nombreux éborgnés, des mains arrachées. Pourtant, la patronne de l'IGPN nie toute violence policière. Le rapport annuel de la police des polices, dans son éditorial, notre ambition première, c'est pas de contrôler, mais de valoriser l'institution. L'IGPN n'a pas fait son travail correctement car elle n'a pas contraint les policiers à remettre leurs armes dans le cadre de l'enquête. Les policiers qui ont massacré M. Zecler, ils étaient sûrs de leur impunité. La meilleure preuve, c'est que quand 16 policiers viennent après, ils regardent. Il va falloir que tu acceptes que justice soit faite, sereinement, loin des calculs politiciens et des émois de tes syndicats. On veut une justice qui fasse son travail, qui mette les gens qui doivent aller en prison en prison. Le problème de la police, c'est la justice. Enfin mettre fin au laxisme judiciaire. Il va falloir que cessent enfin les mensonges et les manipulations. Le préfet de police Didier Lallemand est sous le coup d'une enquête pour faux témoignages. Avec des preuves qui ont disparu, comme c'est souvent le cas dans les dossiers de violence policière. Sur les 5 policiers porteurs d'un lance-grenade, aucun n'a reconnu son implication. Le nombre de dossiers que nous voyons, avec des procès-verbaux qui ne reflètent pas la réalité de ce qui s'est passé, est extrêmement élevé. Il va falloir que tu acceptes de ne plus fermer les yeux sur les actes criminels et délictueux de tes frères d'armes. Sinon, comment peux-tu ? Comment peux-tu faire respecter la loi si tu la bafoues si souvent ? Des policiers soupçonnés d'avoir menti. Elle a essayé de casser le téléphone de Cédric pour effacer les preuves qu'il pouvait y avoir dessus. Ils ont tous essayé de camoufler un meurtre. Les policiers avaient fabriqué en fait des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Comment peux-tu lutter contre les discriminations si tu les pratiques au quotidien ? Bougnoul, négro, bico, dit régulièrement, ouvertement, entre collègues, dans l'enceinte du commissariat. Dans le hall de la gare du Nord, les personnes de couleur ne représentaient que 29% des usagers. En revanche, ils étaient beaucoup plus contrôlés, 82% des contrôles. Bon boula, d'accord, ça ne doit pas se dire, etc. Ça reste encore à peu près convenable. Comment peux-tu protéger les faibles si tu es au service des forts ? Ces armes ne sont pas des armes de défense, ce sont des armes qui mutilent et qui blessent. En réalité, ce n'est plus du maintien de l'ordre, c'est de la répression. Ce système de maintien de l'ordre, cette pratique du maintien de l'ordre, c'est un choix politique du gouvernement. Maintenir l'ordre, c'est protéger les institutions.
Comment peux-tu protéger une population sans la moindre empathie pour elle? J'ai déjà vu des gamins de 8 ans se faire palper, contrôler, mépriser, insulter. Ici on est dans un état de droit, c'est la République française. On contrôle le police, on se tait et on obéit. Point barre. Il se penche et récupère. J'ai très cru, mais c'est bien fait pour sa gueule. Tourne-toi, mets les menottes. Tourne-toi, rentre à terre, rentre à terre. Bien joué. Ouais. Bande de bâtards. Cassez-vous maintenant. Voilà une classe qui se tient sage. Il faut dire que tu n'es pas aidé. Le travail de prévention que vous faites est très utile, mais vous n'êtes pas des travailleurs sociaux. Il y a un besoin d'autorité, d'ordre exprimé par les Français. Moi j'aime l'autorité, j'aime l'ordre. Et moi je ne supporte plus ce qu'on voit aujourd'hui. Des violences policières en France, c'est un mensonge. Il ne faudrait pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux. Une société de vigilance. Voilà ce qu'il nous revient de bâtir. Ce que nous demandons, la police nationale et moi-même parlant en son nom, c'est que ceux qui nous demandent de maintenir l'ordre ne nous en discutent pas les moyens. Il serait temps que tu comprennes que ces calculs politiciens, ces manipulations syndicales n'ont pour unique but de les servir et de t'éloigner de ceux que tu es censé protéger. Cette population à laquelle tu as oublié que tu appartenais. Voilà une classe qui se tient sage. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Les policiers ils ont fait leur boulot, hein, ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Hein. Moi je ne suis pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Les policiers ont parfaitement bien réglé les choses. Il n'y a eu aucun blessé, il n'y a eu aucun problème. Ça leur a pas fait de mal aussi à ces jeunes, hein, de savoir ce que c'est que le maintien de l'ordre, la police, se tenir tranquille. Voilà, ça leur fera un souvenir.
Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. On n'est plus dans l'arbitrage pondéré entre la dignité et la nécessité. Non, on est dans la cruauté. Ce qui est injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. Ça, c'est pas possible. En fait, il faut jamais qu'ils s'habituent à être traités comme ça, de cette manière-là. Jamais. Le père de famille a crié 7 fois « J'étouffe » avant de perdre connaissance le 3 janvier 2020. Nous sommes en guerre. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la fin de ce qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la fin pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes, là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. C'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est -5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteint la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous, Français, aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc, c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis, on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud.
faut que ceux qui polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et de chacun d'entre nous de faire des efforts. Ça veut dire que ça s'impose à l'ensemble des Français, qu'ils aient des jets ou qu'ils n'en aient pas. Des branches sont Wi-Fi. L'usage privé du jet privé est une toute petite partie de l'usage du jet. C'est créateur d'emplois, donc il ne s'agit évidemment pas d'interdire cela. Fleuron de l'industrie française avec les Falcon, notamment de Dassault. Il y a un certain nombre de choses. Vous voulez supprimer ça ? On ne peut pas demander à des gens de faire des efforts si les plus riches n'en font pas. Le peuple n'a pas besoin, il faut bien le lui dire et le lui répéter, d'appauvrir le riche pour être heureux lui-même. Et il ne faut contribuer à rien de ce qui pourrait troubler le repos des esprits et ajouter des brandons de discorde. C'est un fait scientifique, il faut que les plus aisés soient les premiers à faire des efforts pour justement lutter contre le réchauffement climatique. Ils sont 1% de la population, ils représentent 10% des gaz à effet de serre, et si on prend les 10% les plus riches, ils représentent près de la moitié de tous les gaz à effet de serre émis dans le monde. En 10 minutes de vol spatial, Jeff Bezos aurait émis 75 tonnes de CO2. Sur Terre, il y a 1 milliard de personnes qui n'atteignent pas ces niveaux d'émissions sur une vie entière. C'est pas seulement les jets privés qui sont inutiles et les vols en jet privé, c'est l'existence même de multimilliardaires qui est totalement inutile et nuisible. Mangez un riche, vous ferez du bien à la planète. La fin pour qui en avait des liquidités sans coût. Il y aura plus de pognon gratos. Violence, souffrance, mépris, mensonge, violence, souffrance. Amis du café, amis de la police, amis de la justice bien faite, amis des amitiés de longue date, bonjour, il est bientôt 9h. Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté, est dans son bureau. Et dans son bureau, du côté du 19e arrondissement, je crois, qui est un bureau assez charmant, puisqu'il est orné de photos de prison. Hein. J'ai eu la chance d'aller la voir, c'était juste avant cet été, et j'avoue, super. Alors là, elle est inquiète parce qu'il y a le bruit de l'aspirateur dans son bureau, mais elle est là, elle est toute pimpante, et on va pouvoir discuter. On ne t'entend pas pour l'instant, Dominique, attends, Attends. Hop. Non, c'est pas celle-là. Hop. Ah ben voilà, David. Bonjour, madame. Bonjour, Dominique Simoneau, elle est là. Elle est là, c'est incroyable. Est-ce que vous entendez bien, Dominique, les amis? Est-ce que vous entendez bien? J'entends très bien. Et est-ce que dans le chat, on entend bien Dominique? Est-ce que tout va bien? Est-ce que le son est bon? Bonjour, Dominique Simoneau. Bonjour. Alors, j'ai cru comprendre... alors, l'invité est fort basse. Alors, est-ce que tu peux parler un tout petit peu? On fait des petits réglages en direct, ne t'inquiète pas. Bah, tu m'as dit de le baisser tout à l'heure. Alors, je le relève. Voilà. Alors, là voilà, c'est mieux? Est-ce que c'est mieux? Ouais, je pense que c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Ma chère Dominique, ne t'inquiète pas. Ici, c'est le stream punk. Hein. On fait les réglages en direct. Hein. Je ne m'en fais pas du tout. Bon.
Très bien. Voilà. Alors, je vais faire une petite introduction parce que figure-toi que cette vidéo, ce live là que tu es en train de faire en direct, on va ensuite le transposer chez les copains de Blast. Bah d'ailleurs, Denis Robert, tu l'as connu aussi. Il a été mon chef. Et toi, tu as été ma chef. Ouais, exactement. Voilà, c'est la chaîne. Bon. C'est la chaîne des chefs. C'est la chaîne des chefs. Voilà. Et donc, je fais une petite introduction et après on démarre. Il y a les polémiques à la con, les kartings de la pensée minute et il y a la réalité des geôles françaises. Dominique Simoneau, contrôleur général des lieux de privation de liberté. Une amie de longue date, on vient de le dire. Elle a été ma chef à Libération, au service police-justice dans les glorieuses années 90, les années 90, où on se fendait bien la gueule. Et c'est très difficile ensuite d'avoir d'autres chefs, parce que c'est une chef un peu à part. Dominique, et après vous supportez pas les autres chefs, ce qui fait que travailler avec elle, ça vous rend un peu associable. Enfin, elle va venir nous raconter maintenant ce que tu sais, ce que tu vois, ce que tu entrevois des prisons françaises, des lieux de privation de liberté, et je sais que tu vas le faire comme tu sais le faire, franche, sincère, rigolote, et parfois en colère. Tu as raison. Non, mais toi, tu arrives quand même à rigoler. Heureusement que je ris parce que sinon, je crois que on se flinguerait. Par exemple, tout le monde se souvient, je crois qu'il y a Rodolphe Herbs qui nous écoute, qui est donc un dessinateur du Canard enchaîné, parce que je voulais aussi dire que tu as été longtemps chroniqueuse judiciaire au Canard enchaîné, évidemment, les comparutions immédiates, et tu arrivais à nous faire rire avec des trucs dramatiques, quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Les dessins de Urbs, ils sont derrière moi. Accrochés dans mon bureau aussi. Oh, voilà. Bon, alors, on attaque tout de suite, Dominique. J'osais pas t'appeler après Fresnes, parce que je me suis dit que tu étais accaparé de partout, sollicité de partout, après la polémique Fresnes. Et puis finalement, je l'ai fait et tu m'as dit oui tout de suite. Donc d'abord, merci. Et deux, la polémique de Fresnes, qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ça? Est-ce que je dois replacer redire ce que c'était? C'était des images à la télé de prisonniers de Fresnes, s'adonnant à un jeu qui était une parodie de Koh-Lanta. Et parmi les jeux, il y avait 2 tours de cartes effectués par 2 prisonniers, et ça a fait un soi-disant scandale. Moi, j'étais assez choquée de voir que des élus de la République qui connaissent nos prisons, qui savent la surpopulation, qui savent les conditions lamentables dans lesquelles sont incarcérés les détenus en France, se permettent de dire c'est une honte, les prisons c'est le Club Med, c'est l'hôtel 4 étoiles. Je me disais, dis donc, j'espère qu'ils ouvriront jamais ni un Club Med, ni un hôtel 4 étoiles, parce que si ça doit ressembler à ce qu'on voit, nous, le contrôle général quand on va en prison, et à ce qu'ils voient eux quand ils y vont aussi, pardon, mais on est très loin du 4 étoiles, mais très, 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 très loin. Et j'avais trouvé ça honteux. Donc, quand le journal Le Monde m'a demandé si je voulais réagir, j'ai dit oui tout de suite. Et j'ai parlé dans la tribune que j'avais donnée au Monde d'hypocrisie, parce que d'abord, on connaît ces gens qui ont fait monter la polémique, connaissent l'état des prisons. Ensuite, ils méconnaissent en revanche la loi qui se doit d'offrir aux détenus des activités plus intellectuelles, mais aussi des activités récréatives. Pourquoi? Parce que la prison, on n'y défile plus avec des robes de bure et des cagoules sur la tête. Mais de fait, les conditions de détention, on est revenu un peu au châtiment corporel, j'estime. Parce que quand on est à 3 dans une cellule avec même pas 1 mètre carré d'espace vital par personne, enfermé 22 heures sur 24, avec souvent des cafards et des punaises de lit, avec des rats dans la cour. Vous savez, j'ai passé des heures maintenant dans des cellules avec des détenus dans ces circonstances, et franchement, mais c'est horrible et c'est honteux. Donc, cette polémique, au début, elle m'a beaucoup énervée, et elle a beaucoup énervé tout le monde, ici au contrôle, et à tous les gens, je pense, qui connaissent la prison et qui ne sont pas de mauvaise foi. Et puis finalement, elle a donné l'occasion à beaucoup de monde de s'exprimer,
elle s'est retournée, si vous voulez, et on s'est mis à parler vraiment des conditions de détention. Donc, en cela, elle a eu du bon. Le mauvais côté, je pense, c'est que là, les activités en prison qui déjà sont très restreintes en raison du nombre de détenus, vont encore se restreindre puisque le garde des Sceaux a dit qu'il allait regarder de plus près et qu'il faudrait de multiples autorisations avant de pouvoir proposer une activité qu'elle passe par de multiples filtres, ce qui est déjà le cas. Et donc, j'ai peur que ça ralentisse et tous les acteurs de la prison ont peur que ça ralentisse, et je crois que c'est déjà fait, de beaucoup les activités proposées. Quand ces activités, pourquoi, pour toi, elles te semblent évidentes, hein, des activités intellectuelles, de divertissement, etc. Mais elles ne le sont pas pour tout un tas de gens. Il y a tout un tas de gens qui ne comprennent pas pourquoi il y a ces activités. En quoi elles sont importantes, utiles, nécessaires, en fait? C'est basique, mais il faut quand même le dire. Tu as raison. Je pense que, enfin, je crois que la prison, d'accord, c'est fait pour punir, je suis d'accord. On prend tant de mois de prison, tant d'années de prison, on est puni, mais à l'égard de la société, on perd sa liberté. Je crois que pendant le confinement, chacun a pu apprécier ce que c'était cette petite perte de liberté, de plus pouvoir aller et venir en dehors de chez soi, c'est pénible. Mais d'un autre côté, la deuxième jambe de la prison, c'est la réinsertion. Et la réinsertion, elle ne passe pas par laisser des gens enfermés 22 heures sur 24 dans les conditions que j'ai décrites plus haut. Elle passe par leur apprendre à vivre autrement, à les réintégrer, à faire en sorte que quand ils sortent, pardon de la répétition, quand ils sortent de prison, ils soient en meilleur état que quand ils sont rentrés. Oui. Et pour ça, et c'est pas le cas. Aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas quand on passe 22 heures sur 24 dans une cellule à 3 comme ça. Non, c'est pas le cas. Et quand on a la chance d'accéder, parce que c'est une chance en ce moment, et non un droit, ni même un devoir de la pénitentiaire, ils ne peuvent pas y arriver. Il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Or, les prisons sont dimensionnées, non pas par rapport à leur nombre d'habitants réels, mais à leur nombre d'habitants théoriques, c'est-à-dire à leur nombre de places. Et donc, il n'y a ni assez de surveillants, ni assez d'activités, ni assez d'enseignants, ni assez de médecins, ni assez même de salles pour examiner les détenus. Et donc, attendre des mois pour se faire soigner les dents, attendre des mois pour... Là, on est allé dans une prison où un jeune homme a été diagnostiqué tardivement d'un cancer. Il est mort, je dis pas, il serait peut-être mort de toute façon. Mais là, on n'a pas pu le soigner. C'était trop tard. Enfin, on a pu le soigner, mais trop tard, parce qu'il n'y avait pas de voiture pour l'extraire de prison et l'emmener chez un spécialiste. Quant aux activités, elles sont essentielles en ce qui concerne la réinsertion. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Soit on veut une société dans laquelle la prison se résume à la vengeance. On se venge de quelqu'un, il a fait du mal, on lui fait du mal. Ok, moi, je peux le comprendre. N'importe qui peut le comprendre. Moi, je sais pas, on touche à ma fille, j'ai envie de tuer. Ça, tout un chacun, c'est normal. C'est pour ça que la justice s'interpose. Ça, tout le monde le comprend. Eh bien, ça devrait être pareil pour la prison. On devrait comprendre que, oui, ces gens sont privés de liberté parce que la justice s'est entreposée entre les victimes et les auteurs. Mais maintenant, il s'agit que les auteurs sortent et c'est bien mieux pour tout le monde. C'est un investissement qu'on fait en se disant, on va leur apprendre quelque chose, un métier, à lire et à écrire, parce qu'il y a 17% d'analphabètes, enfin d'illettrés, on dit, je crois, en prison, beaucoup de pauvres. Donc, on va leur apprendre à lire, à écrire, à se conduire, à peut-être un travail, et on va leur donner des loisirs. Essayer de vivre une vie qui se rapproche le plus de celle du dehors et mettre les gens en condition ainsi de sortir dans le meilleur état possible. Et vu comme ça, je trouve que c'est assez logique. Alors, sur le site, on va parler tout à l'heure de ton travail et de ce que c'est que le contrôle général des lieux de privation de liberté. Mais là, on est obligé de continuer un peu l'état des lieux. Je lisais le nombre de places et le nombre d'habitants, puisque c'est comme ça que vous parlez. Il y a en France aujourd'hui 60 700 places de prison et il y a combien de détenus? Presque 72 000 là. C'est ça. Donc il y en a 12 000 de plus
que... alors, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Rien que cette question-là, de surpopulation. Parce que c'est 12 000 de plus, pas par rapport à 60 000 places, mais par rapport aux seules maisons d'arrêt qui sont les seules surpeuplées. Donc c'est pour ça qu'on trouve des maisons d'arrêt que j'ai visitées, Gradignan près de Bordeaux, 245% de suroccupation. C'est-à-dire un endroit où les surveillants nous ont confié, parce que pensons aux surveillants, 2 secondes, arrêtons-nous là-dessus. Les surveillants, par exemple, à la prison de Toulouse-Seyss, quand elle a ouvert, ils étaient 1 pour 50 détenus. Ils sont maintenant 1 pour 150 détenus. Qui d'entre nous accepterait de voir sa tâche triplée? Je ne crois pas grand monde. Les surveillants à Gradignan, je me souviens d'une jeune femme qui m'a dit on est dans un état, elle cherche son mot, elle me dit, de détresse. Je n'ai pas d'autre mot, c'est la détresse. Et je les ai vus courir dans les coursives. Toi, c'est le parloir, toi, c'est la promenade, toi, c'est la douche. Ils mènent une vie d'enfer. Et d'ailleurs, il y a un absentéisme terrible qui aggrave encore les conditions de détention. Les surveillants, ils mènent les conditions de détention, rejaillissent sur eux. Et forcément, leur humeur, leur façon de se sentir, là, tout ça rejaillit sur les détenus. À Gradignan, les détenus m'ont dit, les surveillants, ils sont à cran. Parce qu'ici, on a quand même reçu des gens qui ont eu des gens de l'envolée, par exemple, qui racontent les brimades, les punitions, je veux dire, qui parlent pas de ils parlent des matons, quoi, tu vois, pas des surveillants de prison. Eh ben moi, peut-être c'est mes années que j'ai passées à l'administration pénitentiaire, j'évite de dire les matons, mais bon, je m'en fiche. Hein. C'est une époque où on parle. Oui. Je veux bien dire maton, ça me dérange pas non plus, mais il faut savoir, justement, j'allais y venir à Gradignan, les détenus m'ont dit, les surveillants, ils sont à cran, il y a plein d'emmerdes avec eux, mais on peut pas leur en vouloir, on finit par les comprendre, on est trop, ils deviennent dingues. Et bien sûr qu'il y a des violences en prison, bien sûr qu'il y a des violences entre détenus, des violences des détenus sur les surveillants et des violences des surveillants sur les détenus, c'est un fait. Alors, il y a quelque chose pour moi, d'extrêmement touchant chez toi, c'est le fait que tu as commencé, en fait, dans la justice. Quand tu étais toute jeune, hein, je crois, à la PJJ, non, à la protection de la jeunesse. Non, j'étais ce qu'on appelle maintenant CPIP, conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. J'étais de celles et ceux qui aujourd'hui accompagnent les détenus à leur sortie de prison, les contrôlent, les cadrent, les aident et surveillent, empêchent ce qu'on appelle les sorties sèches, c'est-à-dire non encadrées. Donc, et aujourd'hui, d'ailleurs, il y a beaucoup de sorties sèches. Ouais. Et on sait qu'elles sont beaucoup facteurs de récidive. Aujourd'hui, par exemple, en vertu d'une espèce de nouvelle réglementation qu'on a vue récemment dans une des dernières prisons qu'on a visitées, on ne peut récupérer son pécule de sortie, l'argent mis de côté, qu'à condition d'avoir un compte en banque. Mais il y a des détenus qui n'ont pas de compte en banque. Donc, il y en a beaucoup qui sont remis sur le trottoir avec 0. Expliquez-moi la logique. Alors, je me permets ce petit rappel historique. Parce qu'après, tu as passé un certain nombre d'années, on peut le dire, chez les saltimbanques journalistes, etc. Et tu reviens à ce domaine-là. Oui. Ce qui veut dire que tu as quand même une vision sur, allez, on va dire 40 ans. Oui. Pourquoi c'est vrai. Pourquoi ce que tu nous dis là, tu aurais pu nous le dire il y a 40 ans? Je veux dire, pourquoi ça ne bouge pas? Qu'est-ce qui explique l'indifférence politique, citoyenne, autour de ces questions-là? En quoi ça arrange tout le monde? Si ça arrange tout le monde, enfin. Parce que je trouve qu'on a d'un côté une classe politique qui fait appel à des bases, enfin, ce que j'appellerais des bas instincts. C'est-à-dire, ils flattent ce qu'il y a de plus mauvais chez nous tous. Oui, la vengeance, mais ils ont fauté, eh ben, on va les punir. C'est finalement très au ras des pâquerettes. C'est ne pas réfléchir, pas aller un peu plus loin dans la réflexion en se disant, un détenu nous coûte aujourd'hui 110 € au jour. C'est quand même beaucoup, très cher.
tout ça pour fabriquer de la récidive. Est-ce que ce serait pas plus intelligent d'avoir un peu moins de détenus, d'envoyer un peu moins de monde en prison, de faire sortir un peu plus comme on a fait pendant le Covid, de faire sortir un peu plus de monde, de rendre les conditions de détention plus supportables, plus normales, je dirais pas même plus supportables, plus normales, comme j'ai vu en Allemagne par exemple, où de développer les alternatives encore plus. Mais je sais que j'ai l'impression de radoter parce que c'est vrai qu'il y a 40 ans, on pouvait dire la même chose. Ça m'est égal, je ne me lasserai pas de le répéter parce que là, je pense que peut-être qu'on arrive au bout. Peut-être tu vas dire, David, je suis toujours optimiste. Toujours. Mais toujours. Ouais, toujours battante. Ça, je t'ai toujours vu battante et optimiste, bien sûr. Ouais. Mais je me dis que là, peut-être que cette drôle de configuration de l'Assemblée nationale peut peut-être nous permettre d'y arriver, à inscrire une sorte de régulation carcérale dans la loi et de faire en sorte que les conditions de détention deviennent normales et que les gens puissent sortir, comme on l'a dit, en meilleur état, qu'ils aient pu apprendre quelque chose pendant leur détention, qu'ils sortent encadrés par les services de probation et d'insertion, et que enfin on en arrive à une discussion plus normale. Parce que pour le moment, c'est vrai qu'il y a les gens, disons d'un côté, comme le contrôle général de nombre, mais les syndicats de surveillants et les syndicats de directeurs pénitentiaires sont pour la régulation carcérale maintenant. Oui, Ce qui n'était pas le cas avant. Ce qui n'était pas le cas avant. Ouais. C'est un gros pas en avant, je trouve. Il y a Twisted dans le chat qui te demande: est-ce que les personnes qui considèrent que la prison et ses conditions de détention déplorables sont un moyen de dissuasion et de prévention des crimes et délits ont-ils la main mise sur la politique carcérale? Est-ce que tu sens ça? Malheureusement, un peu. Parce que, comme je disais, ils font appel à des instincts assez bas. Et ils flattent, oui, la volonté de vengeance, de punir sans quartier finalement. Et ils ne font pas appel à un peu plus d'intelligence et de débat sur le fait qu'il vaudrait mieux, vu le prix que ça coûte en plus, ça j'insiste, parce qu'il faut savoir où passent nos impôts. Ils passent à payer 110 € jour une journée de détention par détenu, pour être détenu dans des conditions aussi lamentables. C'est parce que c'est pas le prix d'un hôtel 4 étoiles, mais c'est pas le prix d'un bouge non plus. C'est le prix d'un hôtel moyen, bien même. Et là, c'est pas le cas. Là, c'est pas le cas. Donc, et alors, oui, si on dépense tant d'argent, autant que ce soit quelque chose de bien. Alors, il y a une question sur la Sodexo de Souvenège. La Sodexo, c'est donc une entreprise privée qui propose ses services de blanchiment, de cantine et ainsi de suite. Bon, bref. Que pensez-vous des conditions d'atelier et de services proposés par les privés tels que la Sodexo? Êtes-vous en mesure de faire remonter des informations? Voilà. Bien sûr que quand on visite une prison, on la visite de fond en comble. Hein. On va absolument partout. C'est-à-dire, on nous dit ouvrez-nous là. On passe dans toutes les cellules, on donne on dit aux détenus bonjour, c'est nous. Si vous voulez nous parler, on repasse demain. On se donne rendez-vous. Et on va bien sûr dans les ateliers. Et donc là, on examine très scrupuleusement combien sont payés les détenus, si les entreprises qui les emploient les rémunèrent à la tâche, c'est-à-dire à la pièce, ce qui est interdit, mais ce qui continue d'avoir cours. Et donc, on signale tout ça, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, justement, puisque tu parles de votre travail, comment ça se passe exactement? C'est-à-dire, comment vous déboulez dans une maison d'arrêt, dans une prison? Vous faites toc-toc, vous arrivez par surprise, vous prévenez? Comment ça se passe? Non, on ne prévient pas. Moi, je suis pour ne pas prévenir. La loi nous permet soit de prévenir, soit de faire ce qu'on appelle une visite inopinée. Moi, je suis à fond pour les visites inopinées, pour plusieurs raisons. D'abord, parce que ça évite toute trace de tout soupçon de connivence, tout soupçon du fait que si on prévient, la direction de la prison peut changer des choses. Bien sûr. Bon, comme ça, c'est plus Mais simple. donc, tu peux, à partir de quelle heure tu peux débouler? Je veux dire, à 6 h du matin, tu peux arriver, boum, boum, bonjour, c'est moi. Même à minuit, hein. Je peux arriver à n'importe quelle heure.
Donc, on arrive avec toute l'équipe, on tape à la porte et on dit bonjour, contrôle général des lieux de privation de liberté, ouvrez-nous la porte. Et là, ça fait quoi, gloops? Eh bien, curieusement, je m'attendais à ce que ça fasse hyper gloops et c'est plutôt entrée bienvenue parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, Comme ça, les gens, et comme ça, ils peuvent te dire, regardez dans quelles conditions déplorables on regardez ce travaille. qu'on nous fait vivre, regardez ce qu'on vit. Alors, je dis pas que c'est partout parce qu'il y a des endroits où on est plus ou moins bien accueillis. Il y a des endroits qui ne sont pas des maisons d'arrêt, c'est-à-dire où il n'y a pas de surpopulation, mais je pense à la prison de Bédenac, par exemple, où on a découvert, c'est un centre de détention, donc c'est 1 par cellule, mais on a découvert une unité nommée autonomie et gestion, ce qui est assez ironique puisqu'il s'agissait de 17 détenus, soit très âgés, soit très malades, grabataires, et qui, incapables de se débrouiller tout seuls, dont certains, je suis désolée, je vais être triviale, mais vivaient dans leur pisse et leur merde parce que l'infirmière censée passer tous les jours, l'infirmière à domicile, en quelque sorte, c'est une hospitalisation à domicile, le domicile étant la prison, eh bien, ne passait qu'1 à 2 fois par semaine. Des gens incapables de se relever quand ils tombaient. Pendant qu'on était là, il y a un monsieur de 160 kilos qui est tombé, ils ont dû se mettre à 6 pour le relever, il a fallu appeler les pompiers, et tout ça dans le silence total parce que le médecin qui s'occupait de l'unité appelait au secours depuis des années et a fini par démissionner. Alors là, peut-être que moi, j'étais pas dans cette mission, mais mes collègues, ils me l'ont tellement raconté que j'ai l'impression d'y avoir été. Et d'ailleurs, je vais y retourner bientôt, là, voir ce qui a changé. Ce que j'espère qu'il a changé. Et ben voilà, là, peut-être qu'ils ont été moins bien accueillis, ou quand il y a des choses à cacher, on est sans doute moins bien accueillis. Pour le moment, moi, j'ai été bien accueillie. Sauf une fois à 10h du soir, mais j'arrivais par surprise et je venais pas visiter la prison, je venais accompagner un camion de condamnés en comparution immédiate à la prison de Fresnes, justement. Parce que tu voulais voir comment le transport de... Parce que ça fait partie de vos attributions. Les transferts. Les transferts. Et c'est là que j'ai découvert un truc incroyable. Parce que les policiers, à la sortie du tribunal de Créteil, je dis, je vais monter avec vous. Ils me disent, montez avec nous. Et ils me disent, vous allez peut-être pouvoir nous aider. Parce que nous, on n'en peut plus. Les camions de police pénitentiaires, les fourgons pénitentiaires, vous savez, il y a un couloir central, il n'y a pas de vitres, c'est aveugle sur les côtés, et c'est des petites cages, je ne sais pas, ça doit faire 50 cm², je dis 50 cm². Non. 1 mètre carré peut-être. Oui. C'est minuscule. Franchement, il y a de la place d'être assis. Voilà, c'est ça. Ouais. Eh bien, ils me disent, c'est dans le sens inverse de la marche. Donc, quand on arrive à la prison, la moitié des mecs ont gerbé partout, et c'est immonde. Et je monte avec eux, et moi aussi, je voyage dans le couloir central, dans le sens inverse. J'avoue que quand je suis arrivée à Fresnes, j'étais hyper barbouillée. Et je l'ai signalé partout, alors je le signale ici aussi, mais sans que ça change grand-chose. Et je ne comprends pas dans quel esprit pervers a pu jaillir l'idée qu'on allait transporter des gens en sens inverse. Parce que quand on ne voit rien, on ne voit pas quand ça va tourner, on ne voit pas quand il y a un dos d'âne, on voit pas. Et à la fin, on arrive, mais on a hyper envie de vomir, c'est vrai. Sentier battant, que je salue, qui, je pense, parle d'expérience, nous dit et on est menotté, voire entravé au pied dans ces box en plus. Eh bien, si. Sentier battant. Sentier battant, bonjour. Si vous pouvez me dire, à votre avis, combien ça fait en mètres carrés en centimètres. Le box, quoi. Ouais. Je pense que Kamel va te répondre. C'est une cage. Moi, j'avais dit 50 cm², mais j'exagère. C'est 1 mètre carré. Il est en train de répondre. Il y a un petit décalage entre le moment où on parle et le chat, mais on va le voir. Alors, il y a plein de questions. Alors, le box fait 2 mètres carrés à peu près. Non, il met 2 mètres cubes. Non. 2 mètres cubes. Non. Bon. Bon, je dois vous dire que d'habitude, on a un matos extraordinaire qui nous permet de tout mesurer. Mais quand je sortais du tribunal, je n'avais pas mon mètre sur moi et je suis assez approximative dans les distances.
Alors, votre site, bon, il date un peu. Moi, j'aime bien. Il a un petit côté un Eh peu, ben, un peu désuet. je vais te décevoir, David, car nous en sommes conscients et on est en train de le refaire, justement. On le trouvait un peu vieillot. Il est un peu vieillot, Je suis d'accord. mais c'est pas On est grave. en train de le refaire. Non, mais ça n'a aucune espèce d'importance. En revanche, ce qui est important, c'est que vous publiez donc depuis 2008, c'est-à-dire, puisque je crois que Rachida Dati était très fière face à Hugo Bernalici, qui est dans le chat, Je l'ai vu. pour dire que c'était elle qui avait créé le contrôleur général des lieux de privation de liberté. C'est vrai ou pas? C'est la réalité, mais enfin, elle y était un peu pressée par l'Europe et elle avait un peu tardé. Donc, mais enfin, c'est vrai que c'est elle qui a signé, mais c'est vrai que c'était pas sa volonté première. C'était pas de gaieté de cœur. Ah bah, tu vois, Peut-être si. bon, bref. Elle l'a vendu comme sa création. Bon, bref. C'est vrai. Depuis 2008, vous publiez sur votre site un peu désuet, mais on s'en fout bien, vos rapports. Vos rapports de visite. Alors, il y a toutes sortes de visites, dépôts ou geôles des tribunaux, centres de rétention administrative, il faudra qu'on en parle parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé qu'on en parle ensemble, des locaux de rétention douanière, des locaux de garde à vue, des établissements de santé, des centres éducatifs fermés, des établissements pénitentiaires, etc., etc., etc. C'est des milliers de recommandations que vous avez faites, si j'ai bien compris, voilà, des Tu milliers. vas me demander le pourcentage. J'ai été mal élevé, j'ai été élevé par une dénommée Dominique Simoneau qui m'a dit: «Il faut aussi poser des questions pénibles». Alors je te pose la question pénible. À quoi vous servez? Merci. Alors, eh ben, d'abord, on sert. Je pense que quand même, le fait que, premièrement, ça c'est un peu nébuleux, mais le fait qu'un regard extérieur obligatoire existe, je pense que déjà ça sert. Bien sûr. Ensuite, c'est vrai que comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de grand soir. Et je mets au défi quiconque là de nous préparer le grand soir des prisons et des lieux de privation de liberté. Mais disons que quand on est sur place et qu'on discute avec les équipes dirigeantes, avec les équipes de médecins, de surveillants, de directeurs de prison, de policiers, etc., eh bien, les choses avancent. Je peux pas vous dire oui, on a remporté des victoires éclatantes. Bon, ma prédécesseuse, elle a remporté cette victoire de la loi sur l'isolement et la contention qui doit maintenant être examinée quand on est isolé en hôpital psychiatrique ou contenu, ce qui est quand même la pire des atteintes aux libertés. Ça doit être examiné, ça peut pas être plus de 6 heures, sinon ça doit être examiné par un juge qui doit porter son regard dessus. Ça, c'est vraiment le contrôle général qui a vraiment participé à ce que cette loi existe. Et puis, sur place, les choses changent. Là, on a visité 2 hôpitaux psychiatriques coup sur coup qui étaient dans un état lamentable. Et les équipes nous ont dit... C'est-à-dire dans un état lamentable? Quel état je peux dire des chambres d'isolement où tout le monde pouvait voir les gens contenus du couloir, tous les malades, tout le monde. On pouvait les voir, même des gosses, enfin des adolescents isolés, tout le monde pouvait les voir aller aux toilettes, les voir tout, sans bouton d'appel, sans miroir, ce qui fait que sans miroir, ça ne paraît rien. Et j'ai pris conscience que c'était énorme en lisant, c'est Ahmet Atlan, le Turc emprisonné, dans Je ne reverrai plus la lumière de ce monde, je ne reverrai plus ce monde. Il explique que dans sa cellule, il n'y a pas de miroir et que donc là, après quelques mois d'incarcération, il va être emmené en fourgon cellulaire sur les lieux de son procès et il se dit je pense que je ne sais plus à quoi je ressemble et je crois que ma femme et mes enfants vont pas me reconnaître. Et ça se met à l'angoisser. J'avais pas pris mesure de ça et mes collègues médecins, quand on passe dans ces cellules, ils disent mais pourquoi il n'y a pas de miroir? On dit parce qu'ils peuvent se faire du mal avec. Et mes collègues, ils disent vous vous débrouillez, vous mettez n'importe quoi, du zinc, ce que vous voulez, du plexide, ce que vous voulez, mais vous mettez quelque chose pour que la personne puisse se regarder. De même, vous mettez une horloge. Ça paraît débile, mais ne pas voir le temps qui passe, vous vous rendez compte? Bien sûr. On voit des gens contenus. Vous savez ce que c'est contenu? C'est-à-dire attachés par 4 points, les poignets, les chevilles, 5, enfin bref, le ventre,
les chevilles, les bras, sans pouvoir bouger, sans pouvoir appeler. Vous faites comment pour aller aux toilettes? Vous faites comment, par exemple, quand vous rencontrez des services d'enfants fous, ce qui est très pénible à visiter. Bien sûr. Et que vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas d'heure d'enseignement, presque pas d'heure d'enseignement. Pourquoi? Pourquoi eux qui devraient en avoir plus, comme dans les centres éducatifs fermés d'ailleurs, comme dans les prisons pour mineurs, où il n'y a pas d'enseignement. Il y a, par exemple, les profs en prison ou dans les centres éducatifs fermés ont les mêmes vacances scolaires que les autres profs. Mais est-ce que c'est pas profondément débile? D'ailleurs, là, j'ai rendez-vous avec le ministre de l'Éducation, avec tous les ministres qui s'occupent de la jeunesse, et je vais mettre ce sujet sur le tapis, parce que c'est absolument scandaleux. Et puis, outre le fait que c'est ridicule. Enfin, je ne comprends pas que depuis des années, on n'ait pas pu créer un statut de prof qui tienne compte du fait que des enfants et des adolescents enfermés, ils ont besoin, justement parce qu'ils sont fragiles, parce que de plus d'heures de cours, de plus d'enseignement peut-être que d'autres, en tout cas au moins d'autant, Bien sûr. Pas de 8 heures par semaine. Comme tu vas rencontrer des ministres tout à l'heure. D'avancer. Voilà, sur place, je veux dire, les 2 services de psy dont je viens de parler, ils ont changé leur pratique. Ouais. Mais ils ont été fantastiques, je dirais. En prison, c'est Donc tu veux dire que d'un point de vue local, en fait, ça agit. Ce que vous faites agit. Oui. Mais d'un point de vue national, du débat, du changement, est-ce que tu penses que vous pouvez avoir du poids ou pas? La même question se pose à la défenseur des droits, etc. C'est-à-dire que... Ben, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Est-ce que je vais te dire non, je pense que je ne sers à rien? Non. Oui, moi, j'espère de tout mon cœur. J'espère parce que, en ce moment, c'est vrai que les victoires paraissent lointaines parce que l'énorme sujet du moment, c'est le désert médical des psychiatres dans les hôpitaux psychiatriques et c'est la surpopulation carcérale. Ce n'est pas 2 choses qu'on va régler en 2 minutes. Mais non, bien sûr. La surpopulation carcérale, ça fait des années, c'est vrai, qu'on en parle. Je ne comprends pas pourquoi, dans un pays qui se pique de tant d'audace et de tant de droits de l'homme et qui se glorifie en permanence de son passé glorieux, de son siècle des Lumières, on n'entend pas ce discours, alors qu'en Allemagne, qui a un passé récent moins glorieux que le nôtre, eh ben, ils ont inscrit à l'article 1 de leur constitution le respect de la dignité humaine. Et quand j'ai visité leur prison, je ne veux pas dire que je ne vais pas m'extasier sur une prison, parce que ça, quand même, j'en suis loin. Mais disons que c'est un endroit qu'on parcourt en se disant ben je n'ai pas honte. Je déteste, je n'aime pas voir des gens enfermés. Mais alors, parce que après, il y a 2 possibilités. Il y a la possibilité qu'on entend en règle générale, il faut construire des nouvelles prisons, il faut créer des nouvelles places pour éviter la surpopulation, ou à l'inverse, il y a l'idée de dire les peines alternatives, ou comme en Allemagne, enfin, essayer de moins enfermer les gens. Quelle est ta position par rapport à ça, toi? Bah, devine, David. Alors, la deuxième. La première, moi j'ai un exemple très parlant, c'est la prison de Lutterbach qui a ouvert en décembre dernier et dont se vante beaucoup le gouvernement et qui avait été promise par Michel Alliot-Marie en 2008. Hein. Donc voilà, le calcul est vite fait, voilà combien de temps il faut. On nous promet 15 000 places de prison, là, le gouvernement actuel. Mais c'est un jeu de bonneteau absolument très amusant si on veut. Ces 15 000 places, personne ne comprend d'où elles viennent. Est-ce que c'est les 15 000 promises par Nicolas Sarkozy, les 15 000 promises par François Hollande, les 15 000 promises par Emmanuel Macron premier? Est-ce que c'est un reste des 15 000 promises par Nicolas Sarkozy? Je veux dire, ce programme des 15 000, on en entend parler, il faut faire les calculs pour voir où sont... qu'est-ce que c'est que ces 15 000 qu'on nous promet? Là, je trouve qu'on a eu une réponse absolument scandaleuse du garde des Sceaux sur la prison de Gradignan, surpeuplée à 245%, et qui dit c'est pas grave parce que dans 4 ans, un nouvel établissement sera sorti de terre. Enfin, pendant 4 ans, on va laisser
les gens vivre comme des poulets de batterie. Dominique, Moi, je ne mange plus de poulet de batterie parce que je trouve ça dégueulasse. Je suis sûre que parmi les gens qui écoutent, beaucoup ne mangent plus de poulet de batterie. Mais là, on laisse des êtres humains vivre comme des poulets de batterie. Tu viens de parler à plusieurs reprises du garde des Sceaux. Le garde des Sceaux, c'est Dupond-Moretti, on est bien d'accord. Oui. C'est lui qui t'a nommé. C'est lui qui a donné mon nom au président de la République. C'est lui que j'ai admiré, mais vraiment incroyablement en tant qu'avocat. Et je me disais, quand il a été nommé, ben voilà, enfin, un garde des Sceaux qui va faire quelque chose pour les prisons. Et je pense qu'il a été rattrapé par la réelle politique. Oh, Par la réelle politique. Attention, voilà. Si, c'est le moment de sortir les dossiers. Vas-y. Non, c'est quelqu'un qui rentrait dans mon bureau pour me parler et j'ai dit chut. Voilà, je te faisais dire ça parce que j'apprécie évidemment ton franc-parler. C'est-à-dire que, voilà. Je regrette profondément. Je pense que lui aussi d'ailleurs, je l'espère. Je pense que c'est malheureux. Peut-être que ça va venir après. Peut-être que le fait que les élections soient passées, que la crainte que le Front National ne monte, va faire qu'on fera quelque chose enfin pour la régulation carcérale. En tout cas, moi, je vais la prôner. Bientôt, je vais organiser une table ronde au contrôle général avec des syndicats représentatifs, des magistrats, des syndicats pénitentiaires, des associations, des syndicats pénitentiaires de probation, pour qu'on discute de la meilleure manière de faire. Alors justement, il y a quelques mois, on s'est revus en fait, on était tous les deux au congrès du syndicat de la magistrature et qui nous avait invités comme ça à écouter, à discuter, à échanger. Et tu t'es levé comme une seule femme, tu t'es levé et tu leur as dit à tous ces gens du syndicat de la magistrature, donc classés à gauche, des magistrats de gauche, pourquoi vous ne venez jamais voir en prison? Et tu as rajouté, oui, je sais, tous mes amis magistrats vont en prison, j'ai des amis formidables, sous-entendu, vous foutez pas de ma gueule, ne me faites pas croire que vous venez. Comment tu expliques que les magistrats ne viennent pas voir ce qui se passe? Comment tu expliques à quelques exceptions près que les députés n'usent pas de leur droit justement de visite? Pourquoi magistrats et politiques, là aussi, ne s'impliquent pas? Je fais une petite parenthèse pour les parlementaires parce qu'en ce moment, ils font un gros effort et ils y vont beaucoup. Les magistrats, c'est incompréhensible. Et quand tu dis qu'au syndicat, je me suis levée comme une seule femme, j'avouerais que je me suis sentie assez seule. Hein. Parce que devant moi, il y avait des avocats, ils n'ont pas moufté non plus, alors que, bon, enfin bref. Ah non, c'était super courageux. Hein. En plus, dans ce grand auditorium du tribunal de justice de Paris. Je me suis dit, ma vieille, si tu vas pas, t'es plus rien du tout. Donc, je me suis dit, vas-y. Et j'y suis allée, c'est vrai que c'était un moment, ouah. Et parce que quand j'étais journaliste, tous les ans, je m'amusais, si je peux dire, à faire ce papier. J'appelais les prisons et je disais, depuis quand vous n'avez pas vu un magistrat? Je ne parle pas d'un magistrat dans les locaux administratifs et dans les salles d'audience réservées aux audiences internes à la prison. Je parle d'un magistrat dans les cellules, en détention. Et chaque fois, c'est personne. Jamais. Alors, il y a des exceptions, je les connais, il y en a. Mais disons qu'elles sont rares, parce que depuis que j'ai fait cette interpellation, puis j'avais fait une autre interpellation dans Le Monde en disant « Mais allez-y, allez voir ». J'ai reçu des tas de mails de magistrats qui me disent « Moi, j'y vais ». Je dis « Dans ce cas-là, monsieur, madame, ça ne vous était pas destiné, cette adresse. Oui. Donc, voilà, bravo. » Et puis, je discute avec eux. Et pourquoi les autres n'y vont pas? Ils disent qu'ils n'ont pas le temps. Moi, je dis que distraire une journée par an de sa précieuse vie, est-ce que c'est beaucoup pour aller voir? Je trouve que c'est quand même la moindre des choses d'aller regarder où on envoie les gens. Alors depuis, j'en ai beaucoup discuté avec des magistrats qui me disent « Non, tu te trompes parce que
ou vous vous trompez. Ah oui, maintenant que... attention. Bah, les tues, je les ai gardées. Parce que il y a le moment du procès, le moment de la décision, et puis le moment de la prison. Et même si on visite la prison, ça changera pas notre décision. Moi, je pense que la comparution immédiate, qui est une justice expéditive, et que je rêve de voir réformer un jour avant ma mort, ça m'étonnerait, mais enfin bon, on sait jamais, qui est la principale pourvoyeuse de cellules. C'est ça. Oui. Quand on juge des gens lors d'audiences qui durent jusqu'à 2 heures du matin, 1 heure du matin, minuit, je pense pas qu'on soit vraiment en état de juger. Et je pense quand même que la moindre des choses, même à cette heure-là, c'est de se dire, mon Dieu, j'ai visité cette prison il y a 6 mois, j'ai vu ce qu'il en était. Est-ce que c'est possible d'envoyer quelqu'un encore là-dedans? Moi, je le dis partout où je passe dans les cours et tribunaux. Je le dis aux magistrats parce que je le pense profondément. Quand on atteint un certain taux de surpopulation, ça devient, moi je dis obscène, mais ça devient aussi dangereux. C'est mettre en danger et les détenus et les surveillants. Quand on était à Gradignan cet été, il y a un type qui a mis le feu à sa cellule. Il est mort, son co-détenu ne vaut guère mieux. Ça aurait été de nuit. Peut-être que d'autres cellules auraient pris feu à côté. Peut-être le temps d'intervention aurait été plus lent. Je trouve que c'est vraiment prendre un risque énorme. Là, on vient de visiter d'autres prisons qu'on a visitées où des risques existent, oui, de mise en danger. Alors peut-être que c'est pas le mot juste au sens du code pénal, mais c'est le mot juste, en tout cas, pratiquement. Les centres de rétention administrative, est-ce que vous les visitez? Enfin, vous les visitez, c'est quoi l'état des lieux? Et j'ai lu l'autre jour un papier que nous avions écrit en 1996, puisque nous avons passé, toi et moi, des folles nuits à l'église Saint-Bernard pour les sans-papiers, les 10 grévistes de la faim, etc. Donc, voilà, ma question, elle est... J'annonce à ceux qui s'en souviennent que Moussa Sissoko a eu ses papiers. Le dernier. Bien sûr que, d'ailleurs, ma première visite en arrivant ici, ça a été pour un centre de rétention à Coquelles, près de Calais. Et ça n'était pas encore ce que c'est aujourd'hui. Alors, il faut rappeler ce que c'est quand même, un centre de rétention administrative. Un centre de rétention, c'est un endroit où l'on enferme les gens les étrangers, qui sont sans papier et frappés d'une interdiction du territoire ou d'une obligation de quitter le territoire. De notre temps, David, on pouvait s'approcher de plus près des centres de rétention, on pouvait même parler à travers les grilles. À travers les grilles. Avec les retenus. Je me souviens au Ménil-Amelot, je m'étais fait courser par les mobiles et les gars, ils couraient, les retenus, ils couraient avec moi le long du grillage et on se parlait. Moi, c'était folklore. Après, on ne pouvait plus rentrer, on avait peu le droit, nous, journalistes, de rentrer dans les centres de rétention, sauf visite organisée. Donc, on utilisait des moyens un peu détournés. Et aujourd'hui, j'y rentre, voilà. À notre époque, et jusqu'à il y a très peu de temps, bien, les retenus étaient de simples sans-papiers, disons. Il y avait peu de sortants de prison. Aujourd'hui, je dirais que c'est la grosse majorité des centres de rétention est constituée par des sortants de prison, c'est-à-dire ce qu'on appelle des doubles peines, pour certains, c'est-à-dire qui ont vécu leur vie en France et qui ont commis des délits et qui aujourd'hui vont être renvoyés dans leur pays. Alors, renvoyer dans leur pays, c'est pas obligé, parce que les pays d'accueil ou d'origine, d'abord, sont pas dingues, se disent pourquoi je vais reprendre ce gars, moi. Il sort de prison, il sort au chômage. S'il sort de prison, c'est bien qu'il a fait quelque chose. Je délivre pas le laisser-passer. Je dis non, il n'est pas de chez nous. Pour ça, les pays, le Maroc, la Tunisie, l'Algérie sont très balèzes, donc ils se renvoient la balle. Et donc nous, on proteste chaque fois parce que la rétention administrative, elle est prévue, elle était de 8 jours, puis de 15 jours, puis de 1 mois, puis maintenant, elle est de 90 jours. Or, les centres de rétention n'ont pas bougé dans leur conception très carcérale du lieu
90 jours, c'est 3 mois. 3 mois, c'est très long. Normalement, la rétention administrative est prévue pour durer juste le temps de la préparation au départ. Or, s'il n'y a pas de départ possible, la rétention ne se justifie pas en droit. Donc, il y a des juges courageux qui prennent des décisions dans ce sens, qui libèrent les gens en disant il n'y a plus lieu. Enfin, ils sont très peu. Mais il y a surtout le fait que les doubles peines, et beaucoup d'étrangers, même des sans-papiers qui deviennent après des doubles peines, enfin, ils sont en centre de rétention, ils ont un laissez-passer ou un papier qui leur permet de partir, arriver au pied de l'avion, soit ils ont refusé du temps du Covid le test PCR, ça équivaut à un refus d'embarquer, soit ils refusent de monter dans l'avion, et c'est un refus d'embarquer, c'est 2 mois de prison ou 3 mois de prison, ça dépend des tribunaux. Alors, ils vont en prison. Et puis, en sortant de prison, ils retournent au centre de rétention. Et puis, devant l'avion, ils refusent de monter. Alors, donc, ils retournent dans le box des prévenus des comparutions immédiates. Et là, ils reprennent un peu plus, forcément, c'est la deuxième fois. Et donc, ils repartent en prison. Et à Toulouse-Sey, c'est à Gradignan et dans d'autres lieux qui ont des centres de rétention proches, les surveillants appellent ça les portes tournantes. Et c'est 500 gars qui tournent entre la prison et le centre de rétention. Et ça, je découvre ça, je me dis, ça alors, mais j'ai découvert en même temps que c'était parfaitement assumé par le gouvernement, et je dirais même voulu. Parce que, de fait, ces gars-là ne sortent pas, ne sortent plus. Alors, il nous reste... Ils ne repartent pas, mais ils font leur ronde entre la prison et la rétention. Il nous reste 5 minutes puisque tu as des rendez-vous. Bah oui, tu as des rendez-vous. Et alors, il se passe un truc assez extraordinaire aujourd'hui dans le chat, c'est que il y a des gens qui viennent d'arriver en fait, et il y a notamment J'en peux plus, qui dit « Je suis surveillant à Bois d'Arcy depuis 14 ans, faudrait arrêter de nous empêcher d'appliquer les lois avec des notes de service. » Et quand je dis c'est extraordinaire, c'est-à-dire que ça illustre ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que dans le chat, il y a des surveillants de prison, là je reviens à la question de la prison, qui viennent en fait signaler leurs conditions de travail. Donc voilà, c'est exactement en acte ce que tu nous racontais tout à l'heure, quoi. Je leur dis tout de suite aux surveillants qui peuvent nous écrire, nous saisir, et Bois d'Arcy, on en sort. Donc je pense que ce que monsieur ou madame, je ne sais pas, J'en peux plus, a noté, on leur a noté aussi. Qu'est-ce que les gens qui t'écoutent là depuis tout à l'heure peuvent faire, puisque là tu tords les boyaux de beaucoup de gens. Enfin voilà, il y a des gens qui sont extrêmement choqués par ce que tu racontes, qui découvrent le désastre. Qu'est-ce que les citoyens peuvent faire? Ils peuvent voter déjà pour des élus qui prennent des positions courageuses sur le sujet, parce que ce qui manque là, c'est un peu de courage politique. Qu'est-ce que moi je veux bien que ça coûte, que le Front National monte, que de toute façon il est monté, mais qu'est-ce que ça coûterait de faire ce qu'on demande, à savoir de réguler la population carcérale et d'enfermer moins de gens et d'en faire sortir plus de manière accompagnée et de manière plus intelligente? Est-ce que c'est pas un investissement sur l'avenir, au lieu de s'arrêter au jour le jour à une espèce de raisonnement un peu il a commis un délit, qu'il paye, après on s'en fout, qu'il soit bouffé par les cafards, parce qu'on en reçoit des lettres aussi comme ça. Bien sûr. Ça peut nous foutre. Ça nous fout, madame, monsieur, que c'est beaucoup d'argent public dépensé pour ensuite créer de la catastrophe. Donc voilà. Qui a plus de placements extérieurs, de gens qui terminent leur peine dans ces fermes extraordinaires d'Emmaüs, comme à Moyambry, où ils ne peuvent pas, certes, ils ne peuvent pas sortir sauf permission, mais ils vivent libres dans un espace délimité où ils apprennent un métier, des métiers du maraîchage, par exemple. Dans Le Monde, tu dis ceci. Enfin, comment expliquer que nos voisins allemands, tu en as parlé tout à l'heure, entre autres, réussissent avec 20 millions d'habitants de plus que nous, à compter 13 000 détenus de moins? Parce que eux croient, dis-tu, en la réinsertion dans les murs avec de nombreuses activités, festives ou pas, et surtout à la sanction hors les murs grâce à un taux d'alternative à l'enfermement largement supérieur au nôtre. Est-ce que les exemples étrangers, ça percute les quelques politiques que tu rencontres? Mais ce qu'il y a, c'est que
on a les mêmes alternatives qu'eux. Simplement qu'on en use moins. Donc, je pense qu'il faut, aux yeux des magistrats, les rendre plus crédibles. Certainement, ces alternatives. Enfin, ça fait tellement de temps qu'on le répète que maintenant, c'est vrai que ça devient lassant. Faut agir là. C'est comme en amour, hein. Les mots, ça suffit pas. Et donc, moi, j'appelle le gouvernement, le président de la République. Je lui ai écrit dans ce sens d'ailleurs, à agir, mais qu'il fasse quelque chose, bon Dieu, parce que on court à la catastrophe là. Et je vous dis un truc grave, la direction de l'administration pénitentiaire est elle-même très inquiète du nombre de détenus et du fait qu'elle ne va plus pouvoir tenir, du fait que les surveillants n'en peuvent plus, donc ont un taux d'absentéisme et d'arrêt maladie qui grimpe, et que dans le même temps la population carcérale grimpe, et que ça devient, mais c'est on n'a jamais compté autant de détenus. Alors, c'est pas la peine de venir se vanter qu'on est européen, qu'on est un pays, on est porté par l'Europe et les idées européennes, alors qu'on est condamné sans arrêt par la Cour européenne des droits de l'homme pour notre surpopulation, qu'on respecte pas ce qu'elle nous dit, et que là, à la fin de l'année, le Conseil des ministres du Conseil de l'Europe, une instance de plus, va venir admirer ce qu'on a fait en matière de population carcérale, et qu'ils vont pas être déçus. Dernière question. Après, je te libère, si je puis m'exprimer ainsi. Oh là, ça y est, le rendez-vous est arrivé? Oui, sûrement. Vas-y. Tu as vu Macron avant que tu sois nommé, non? Oui. Tu peux nous dire ce que tu lui as dit? J'ai dit, monsieur, il m'a demandé ce que je ferais de ce poste. Et j'ai dit, en tout cas, sachez que je ne sais pas si ça se répète ce qu'on dit au président, mais tant pis. Je lui ai dit, vous aurez que des emmerdes avec moi. Et je lui ai dit, en tout cas, je serai libre, archi libre, parce que, vous voyez mon âge, je n'ai pas demandé ce poste, je n'ai pas postulé. Après ça, quand j'en aurai fini, je ne demande rien, je ne veux pas de carrière, je prendrai une retraite méritée, j'estime. Et donc, je n'attends rien. Donc, n'attendant rien en retour, eh bien, ma parole sera entièrement libre. Eh ben, tu l'as prouvé. Tu l'as prouvé ce matin. Je t'aime, je t'embrasse. Va à ton rendez-vous. Merci beaucoup. Bravo, madame. Alors, attends, reste 2 secondes parce que généralement, les gens nous remercient, enfin, te remercient. Merci, madame. Alors, en majuscule, bravo, madame. Et bim, dit Veuve Chicot. Merci infiniment pour cet entretien et votre travail au quotidien, dit Sabrina. Bravo, Dominique. Bravo, dit Jamé. Voilà, bravo, merci, etc., etc., etc. Voilà, ça n'arrête pas. Merci beaucoup. Ça m'émeut. Bah, ça m'émeut de me sentir soutenue, oui. Impressionnante, on te dit bravo, merci. Ouais, bon, attendez, un jour, je vais sortir les dossiers. Hein. Parce que c'est vrai qu'il y aurait à dire de toi à moi. Arrête. De toi à moi. Allez, bonne journée. Merci beaucoup, Dominique. Merci, David. C'est adorable. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Voilà les amis, je fais une petite pause. J'espère que l'entretien, enfin oui, voilà, bravo Dominique, merci Dominique, merci pour la sensibilité à fleur de peau, absolument, vraiment très intéressant. Merci beaucoup pour votre engagement, passeur de songe, bon courage, attention à votre santé mentale. Elle est forte, elle est forte. Ah, elle écoute, Dominique, elle écoute. Attends. Santé mentale. Attends. Très bien. Attends, je te remets à l'écran. Ah bah oui. Ah non, ma santé mentale va très bien, ne vous en faites pas. Parce que, pourquoi? Parce que je sais rire de tout et ça me sauve. Et mon équipe aussi. Allez. Et mon équipe, elle est sensationnelle. Salut. Allez, salut. À bientôt. À bientôt. Je t'embrasse. Merci beaucoup. Bientôt. Moi aussi. Voilà les amis. Alors j'ai fait une petite pause. On se retrouve dans 2 minutes. On va faire une pause musicale, tiens, avec la fin de l'ignorance, notre tube à nous, celui de JC. J'essaie de le rechercher. Voilà, la fin de l'ignorance. Et comme ça, je me fais un petit café, les amis, parce que j'en ai un peu besoin là. Je vous dis à tout de suite. Ouais. Restez là, qu'on discute un petit peu quoi après l'émission. Voilà, petite pause de 2 minutes.
Non, c'est dur en fait. En guerre. Allez, je vous laisse avec la musique 2 minutes là. Je vais chercher un petit café. Nous vivons, et cela pas simplement depuis cet été, ces dernières années, au fond, la faim qui pouvait apparaître comme une abondance. Et c'est, je dois le dire aussi, la faim pour qui en avait d'une forme d'insouciance. On parle bien du président des Gilets jaunes là. Il utilise le mot abondance. Ça n'a jamais existé, l'abondance. Il y a eu irresponsabilité, il y a eu pillage, il y a eu saccage, et ça continue. C'était forcément très adroit le choix du terme abondance à un moment où les ménages voient leur pouvoir d'achat se réduire. Cette dramatisation soudaine manque de cohérence en termes d'image d'abord. L'opposition a raillé un président à peine descendu de son jet ski pour nous annoncer qu'il est minuit moins 5 avant la fin du monde, le dernier coup par éteindre la lumière. Il y a un décalage entre l'actualité, ce que l'on voit dans l'actualité et les images de ce président sur un jet ski. Je ne peux pas lui en vouloir parce que je pense qu'il n'y a jamais rien compris. Maintenant, ça devient criminel de ne pas comprendre la gravité de la situation. Je crois que tout le monde aujourd'hui a la fibre écolo. Moi, je suis du côté de l'écologie des solutions, pas de l'écologie des illusions. Tous Français aujourd'hui, on a envie de faire ces gestes qui permettent de sauver la planète. Et parfois, on n'a pas forcément les bons réflexes. Donc c'est aussi ces petits gestes qu'il faut accompagner. On va fermer la lumière en pensant qu'on a fait des grosses économies d'énergie. Et puis on va envoyer derrière un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et on aura consommé beaucoup plus d'énergie. Quand on part en week-end ou quand on part en vacances, on débranche un maximum de prises électriques, notamment on débranche son Wi-Fi. La chose la plus efficace, c'est de baisser un peu la clim quand il fait chaud. polluent le plus et qui ont le plus de moyens, je ne stigmatise pas une activité en particulier, fassent un effort un peu plus grand. Il est facile de promettre tout et n'importe quoi, parfois de dire tout et n'importe quoi. Ne cédons pas à ces tentations. Ça peut toujours sembler séduisant de dire ce que les gens veulent entendre. C'est clairement un problème qui est très limité en termes d'impact climatique. Et donc, que les écologistes en fassent un combat montre à quel point ils sont à côté de la plaque. Un mail un peu rigolo à nos amis avec une pièce jointe. Et voilà les amis, et voilà. De faire des efforts. Me voici de retour. Alors attends, je vais arrêter arrêter la musique. Voilà. Voilà chers amis. Qui est frustré. Donc, alors attendez, j'ai pas du tout suivi le chat. J'ai pas du tout suivi le chat. Merci beaucoup pour l'abonnement. Qui vient de s'abonner? Qui vient de soutenir au poste? Qui vient nous aider à maintenir l'émission le mieux possible? C'est Durdenov. Merci Durdenov qui vient de remonter en grade. Merci à Bermude, merci à Sabrina, à Jamé et à Burund aussi, voilà, qui se sont abonnés depuis ce matin. Hier, on a eu une réunion avec les modos. Ils m'ont dit, mais tu sais, faut pas que tu hésites à répéter qu'on a besoin d'abonnements et de dons parce que les gens ne suivent pas l'émission en entier forcément. Donc, ce que tu dis à la fin, ils l'auront peut-être pas entendu, etc. Voilà, merci en tout cas à tous ceux qui nous soutiennent. Merci le Sbul.
Merci à toi. Voilà, qu'est-ce que vous avez pensé de cet entretien en fait, je vais vous dire un truc, il n'y a pas plus dur que d'interviewer un ami ou une amie ou voilà, ou quelqu'un que vous connaissez, avec qui vous avez passé beaucoup de temps. Par exemple, le truc qu'elle a dit de toi à moi, en fait, c'est une vanne qu'on se fait, puisque un jour, au bout de c'est une connerie, mais c'était donc à Libération. Elle était la chef du service société. Moi, j'étais journaliste chroniqueur judiciaire. Et au bout d'un an de procès, je lui dis, tu sais, Dominique, de toi à moi, j'en ai marre des procès. Donc là, il s'est foutu de ma gueule, genre, c'est quoi ce morveux? Voilà, et depuis, ça fait 30 ans qu'on se dit de toi à moi. Ce que je veux dire, c'est que c'est très compliqué, voilà, d'interviewer, d'interroger, de discuter publiquement avec un ami dont vous savez beaucoup de choses, voilà, et qu'il vous a donné dans l'amitié, et donc est-ce que ça peut ressortir publiquement, etc. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Merci Dordenov. Très bel entretien, me dit Veuve Chico. J'espère que vous n'étiez pas trop frustrés. Il y avait un certain nombre de questions qui remontaient. Malheureusement, Dominique avait 50 minutes. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'abonnement, 13e mois, HSBTQ, merci beaucoup. Il y avait beaucoup de questions, beaucoup de remontées. Je ne sais pas si J'en peux plus est toujours là. Je suis très très heureux de voir qu'il y avait un certain nombre de personnes qui découvraient peut-être la chaîne avec cet entretien de Dominique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à suivre la chaîne pour pouvoir être mis au courant des entretiens qu'on fait. En règle générale, c'est le lundi et le mercredi matin. Bon, là, on a décidé de casser un peu la routine. Donc, le mieux pour être au courant des convocations au poste, c'est de suivre la chaîne et d'activer les notifications. Sinon, il y a le Discord, il y a la mailing list, et je pense que Urial va nous mettre ça dans le chat. Le train de la hype approche. Je vous précise que on va revenir sur l'entretien. De toi à moi, c'était chouette et émouvant. Merci Valeur Anarchiste. Merci beaucoup. Obi-Wan, bonjour. Je trouve que c'est ça justement qui est très beau avec Twitch, c'est la sincérité des gens derrière l'écran, vu que c'est en direct. Il n'y a pas que le fait que ce soit en direct, hein, parce que la télé, ça peut être aussi en direct, mais le fait que les gens soient chez eux, ou dans leur bureau, ce qui était là le cas de Dominique, ça crée une forme d'intimité. Le temps qu'on s'accorde, parce que même si pour Twitch, 50 minutes, ça paraît court, merci beaucoup de monter dans le train, les amis. Merci beaucoup. C'est Durdenov qui régale. Merci à Crapulover. Merci à Colette. Merci beaucoup, Colette. Merci aussi pour tes dons. Il y a le temps long. Il y a l'esprit de l'émission. Il y a le chat. Là, je voyais que Dominique regardait de temps en temps elle répondait, elle lisait un petit peu ce que vous étiez en train de dire. Voilà. C'est tout ça qui crée, en effet, tout à fait autre chose, quoi, me semble-t-il. Vous êtes mes gamers préférés. On joue avec la vie, monsieur. Nous c'est ça qu'on fait. On joue avec la vie. Hein. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Alors, très bel entretien, nous dit Veuve Chico. Alors, Souvenez-je, on a toujours un pouvoir. Elle est venue nous en parler. C'est un exercice. Notre souci. Alors, attends. Je ne sais pas de quoi tu parles. Oui, là, il faudrait que je remonte trop. Passeur de songe. C'était passionnant et surtout émouvant par rapport aux constats qui ont été évoqués, mais c'était nécessaire. Merci, merci beaucoup. Alors, le sorcière dit, le pénitentiaire se pose des questions suite au nombre trop élevé de détenus, risque de chaos. Je pense que les régimes autoritaires apprécient le chaos. Ça leur permet de prendre la main et de réprimer ce chaos. Macron est un opportuniste, prêt à tout.
une belle personne, nous dit Emile81. On veut plus de Dominique Simoneau, dit Yuriculaire. Renan, c'était la meilleure émission Twitch de l'année. Bah, merci beaucoup. En tout cas, il est sûr que ce sera, alors pas samedi prochain, mais le samedi suivant, ce sera notre émission Blast. Hein. Voilà, puisque samedi prochain, ce sont nos invités de lundi, les deux élus, l'une sénatrice française, l'autre eurodéputée vert, qui sont venus nous parler du stress test qu'elles ont commandé, c'est-à-dire les institutions françaises qui ont été soumises à un test de solidité en cas de dérive à la hongroise ou polonaise en France. Et c'était absolument passionnant, c'était lundi. Et là, ça nous fait un deuxième entretien passionnant, donc ça c'est cool. Ce qui fait que la semaine prochaine, on bosse pas. Non, je déconne, on a des super invités la semaine prochaine. Voilà, écoutez, moi je suis très très heureux qu'on soit, voilà, que Dominique ait eu le temps de dérouler à la fois sa pensée, son constat, ce qu'elle sait de ces lieux de privation. Oui, c'est la vidéo choisie pour Blast, voilà. Passionnant mais effrayant aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jamé, pour ton don. Merci infiniment. À ce rythme, fin novembre, on a fini la saison Blast. C'est possible. Donc, pour les oppostiens de longue date. Alors hier, on a eu une très chouette réunion vocale avec les modos. Donc on a ajusté un petit peu nos violons, etc. On est d'attaque pour cette saison. On se pose, enfin, je me pose la question de comment apporter de la plus-value quand il y a les retransmissions à l'Assemblée nationale. Pour vous le dire franchement, hier, moi, Darmanin, je me suis un peu emmerdé. Voilà. C'est-à-dire que je me suis dit, je sers à rien. Donc, il faut qu'on réfléchisse à comment on pourrait faire en sorte que alors, quand je dis je sers à rien, à titre personnel, mais je pense que le fait qu'on soit ensemble à regarder, ça oui, ça je pense que c'est très très utile, mais c'est très chronophage. Donc voilà, il y a des interrogations sur comment on peut suivre les débats à l'Assemblée, sur les horaires. Donc a priori, donc il y a le lundi, le mercredi matin, et puis maintenant un petit peu, mais faut pas trop le dire, le stream de Metz le dimanche matin. Voilà. Allez-y aussi dans le chat. Si vous avez, est-ce que je me suis fait tirer par la chemise? Ça c'est au modo de le dire. Uriel, elle dit, j'ai rêvé qu'on avait des masques de David Machin, nous les modos, et qu'on prenait le relais sur les lives à l'Assemblée. Ah bah, alors, eh bien, je vais faire de ton rêve une réalité. ce serait super. Merci Angry Platy, merci beaucoup. Et merci d'avoir été si nombreux aujourd'hui, bien qu'il n'y ait pas eu de raid à ma connaissance. Donc ça veut dire qu'il y a un peu de monde, ici. Je vous rappelle ou je vous annonce pour ceux qui découvrent la chaîne, que vos dons et vos abonnements nous permettent d'acheter du matériel et donc de consolider l'aspect technique. Et ici, eh bien, il n'y a pas de bénévolat. À part deux qui refusent, parce qu'ils travaillent pour les services belges et français, qui refusent la moindre compensation, mais Uriel est salarié et Jessie, toutes les deux qui sont là en modération, merci beaucoup Sabrina, merci beaucoup, sont payés. Voilà, Jessie c'est sur facture, voilà, des agents doubles, absolument, des agents doubles. Merci beaucoup Sabrina. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je pourrais vous annoncer, à moins qu'il y ait d'autres points.
Le truc qui remplace le visage en temps réel, vous dites ami du café toutes les 5 minutes, on y verra que du feu. Absolument, Cledby. Absolument raison. Sergent Dac, un jour, on va voir un masque Anonymous à l'écran avec ta voix dessus. Ouais. Alors, il faudrait que je fasse Urial, mais une nouvelle ère est venue. Oubliez David Machin. Il n'a jamais existé. Bienvenue les Bovitz. Bienvenue à toi. Bienvenue au nouveau. Alors, est-ce que j'ai des retours sur les projections d'un pays qui se tient sage au Japon? Non, parce que, allez, je vais vous mettre la page, parce que figurez-vous que... Attendez une petite seconde. Figurez-vous que un pays qui se tient sage sort samedi, c'est samedi, donc on n'a pas de retour des projections, sort samedi en salle. Ce que je peux vous dire, si je comprends bien le japonais, grâce à DeepL, ils sont en train de rajouter le distributeur japonais est en train de rajouter des séances. Donc après Tokyo, il y a Kyoto, il y a d'autres villes. Et si ça vous intéresse, tenez, je vais vous mettre la bande-annonce en japonais. Si ça vous intéresse, il y a un site dédié à la sortie japonaise de Un pays qui se tient sage. C'est absolument dingue. 2 ans après la sortie française, voilà que nous arrivons au pays du soleil levant. Voilà une classe qui se tient sage. On va en savoir plus. Ce qui est injustifiable, c'est la jouissance, le spectacle de la jouissance, la diffusion de la jouissance. La chose qui était encore plus violente, c'était de dire, là, on vous fait passer un message, et ce message, on revient à un mode répressif, préparez-vous. Notre boulot, c'est de faire en sorte que vous ne brûliez pas, que vous ne cassiez pas. Quelle que soit votre motivation politique, est-ce qu'on vous laisse casser? Est-ce qu'on vous laisse saccager? Arrêtez! Arrêtez! On va encore accuser la police sur ce coup-là d'être violent? Que tout le monde se faisait matraquer. Est-ce que c'est normal ça? On n'a pas d'armes, on n'a rien nous. On n'a pas de violence. On veut juste dialoguer. La démocratie, c'est pas le consensus, c'est le dissensus. S'il n'y a pas de dissensus, il n'y a pas de démocratie. Si on est tous d'accord, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'il y a eu quelque part une atteinte à nos libertés. Nous ne pouvons pas être tous d'accord. Voilà. Voilà donc et alors si ça vous intéresse, le site, je découvre avec ça, avec vous, c'est quoi ça? C'est incroyable. C'est incroyable. C'est dingue. Regardez comment ils ont écrit jour de fête. C'est marrant. Incroyable. C'est incroyable. Bon, on ira voir ça tout à l'heure. Alors, je n'ai pas l'affiche. Hein, je sais, vous êtes quelques-uns à vouloir l'affiche. Malheureusement, on l'a demandé au distributeur. On espère qu'on en aura un jour ou l'autre. Mais pour l'instant, on n'a pas... Attendez, une seconde. Ah, attendez, une petite seconde. Je vous reviens.
Excusez-moi. Ouais, alors je vous disais, voilà, on a demandé aux distributeurs japonais s'ils pouvaient nous envoyer des affiches, mais pour l'instant, on a rien reçu. Mais c'est vrai qu'elle est quand même bien jolie, cette affiche. Est-ce qu'elle est quelque part ici? Non, elle n'est pas là. Bref. Voilà, donc ça sort samedi. Et pour ceux qui seraient sur Toulouse, alors juste à côté de Toulouse en réalité, ce soir il y a la cérémonie d'ouverture du festival du film de fiction historique, et j'aurai le bonheur d'y assister, puisqu'il y aura en avant-première le film Nos Frangins de Rachid Bouchareb, qui parle de la mort de Malik Oussekine et de celle d'Abdel Ben Yahya dans le même jour à Pantin, c'est-à-dire le 6 décembre 1986. Eh bien, ce soir, à 19h, ciné-débat en compagnie de l'acteur Raphaël Personnaz, de Noël Mamère, qu'on a reçu au poste. Noël Mamère, qui à l'époque était journaliste et qui va casser l'antenne, ce qu'on appelle casser l'antenne, pour annoncer la mort de Malik Oussekine. Et je serai à leur côté après la projection de ce film qui sort en décembre. Voilà, donc pas suite, mais dans le prolongement de la série Oussekine, magnifique série d'Antoine Chevrolier qu'on a aussi reçu au poste, Oussekine sur Disney. Il y a maintenant ce film qui sort en fin d'année. Bonjour Pimico, je vais te répondre. Alors, c'est ta Plaisance de Touche, c'est ça, hein, le nom du festival. Enfin, de toute façon, vous pouvez retrouver ça sur mon site. Ça, les amis, c'est donc ce soir. Mes chers amis, je vais bientôt... j'ai imprimé l'affiche. Ah, d'accord. Yaonim, très bien. Merci, j'en peux plus. C'est pas un film sur Malik Oussekine, hein, c'est une série. C'est une série de 4 épisodes. Alors le festival, attendez, je vais vous dire, hein, le festival, c'est ici, ok. Donc, c'est le festival international du film de fiction historique qui a lieu à Plaisance du Touche, je ne sais pas comment on dit, du côté aux environs de Toulouse, quoi. Voilà. Voilà. Ça commence ce soir. Alors, la semaine prochaine, nous aurons... Alors, attendez, bougez pas. Oh, si tout va bien, lundi matin, nous serons avec Diati Diallo pour son premier roman, 2 secondes d'air qui brûle. Je vous lis la 4e de couverture. C'est une jeune romancière. Entre Paname et sa banlieue, un quartier, un parking, une friche, des toits, une dalle. Des coffres de voitures, chaises de camping, selles de motocross et rebords de fenêtres pour se poser, observer le monde en train de se faire et de se défaire. Une pyramide comme point de repère au beau milieu de tout ça. Astor, Shérif, Issa, Demba, Nil et les autres se connaissent depuis toujours et partagent tout. Petites aventures comme grand barbecue, en passant par le harcèlement policier qu'ils subissent quotidiennement. Un soir d'été, en marge d'une énième interpellation, l'un d'entre eux se fait abattre. Une goutte, un océan de trop.
Le soulèvement se prépare, méthodique, inattendu, collectif. Diati Diallo a grandi dans les Yvelines et la Seine-Saint-Denis où elle continue d'habiter aujourd'hui. Elle pratique depuis l'adolescence différentes formes d'écriture, de la tenue journalière d'un skyblog à 15 ans à la rédaction d'un livre aujourd'hui, en passant par la création de fanzines et la composition de dizaines de chansons. 2 secondes d'air qui brûlent et son premier roman. Quand on lit un truc pareil, moi je me dis c'est pour au poste. Donc elle sera là lundi. Je suis en train de le lire et les premières pages, j'adore le style. Donc ça c'est lundi matin. Alors j'ai fait une petite entorse car j'ai proposé 2 horaires, 9h et 10h. Pourquoi ? Alors là les amis, j'ai besoin de vous. Pourquoi ? Parce que je me suis rendu compte d'un truc. C'est que quand on démarre à 9h, vous déboulez plutôt vers 9h30, 10h. Et franchement, quand on est ensemble, qu'on soit pas très nombreux, c'est pas grave, comme maintenant. Mais quand il y a des invités, moi ça me fait chier qu'on soit pas nombreux, quoi. Voilà, pour les invités, je trouve ça dommage pour leur travail, etc., etc. Donc je me suis dit, tiens, si on démarrait les émissions à 9h, mais que les invités arrivaient à 10h, alors c'est un test que je vais faire lundi. Qu'est-ce que vous en pensez ? Très bien, 10h, super idée. Ah, 9h30, oui, ouais. Donne à papa de jeune, louperai plus rien. Bonne idée, très bonne idée. Alors, en fait, voilà. Écoutez, on va voir comment ça fonctionne cette affaire. Voilà, donc je me dis on peut peut-être faire ça. Je me dis qu'on peut peut-être faire ça. 10h, ça va faire monter les scores et on ratera moins. 9h30, ça va nous faire arriver à 10h. Si on commence plus tard, ça peut finir plus tard, midi, 1h de l'après-midi. Alors, ouais. Je vais répondre, la Béline. La difficulté, c'est que vous imaginez bien que moi j'ai un deuxième travail, quoi. Parce que sinon ça marcherait pas. Et donc l'avantage aussi de l'horaire du matin, c'est de finir assez tôt. Alors après j'ai une partie de la journée pour préparer les émissions à venir, mais aussi pour faire d'autres choses, quoi. Si on finit à midi et demi à chaque fois, là ça va être voilà. Là l'écosystème est pas bon, quoi. Voilà, pour l'instant. Il faudra peut-être envoyer les notifications avant le début de l'entretien. On peut pas, on n'a pas la main sur les notifications. Les notifications, en fait, c'est automatique dès lors qu'on prend l'antenne. Ça va se voir au boulot. Ah, Yurdenov, en général, j'ai les notifs 5-10 minutes après le début. Bah tiens, si vous pouviez me dire, vous autres, au bout de combien de temps vous avez les notifs de votre côté ? Je suis désolée, est-ce qu'on pourra couper cette partie ? J'ai vraiment pas compris cette question. Alors, on peut pas couper parce que c'est pas possible. Donc lundi, Diati, mercredi, la Quadrature du Net. La Quadrature du Net qui fête ses 15 ans, avec un livre écrit à 8 mains. Donc on fera un petit bilan sur la Quadrature du Net. On est bien, quoi. On est bien. Ah, il y a un sondage en cours, je l'avais pas vu. Vous avez débarqué au poste par Twitch, par Blast, par Twitter, autre, T de la police.
Finky, il est où, Finky? Ça a commencé? Ben oui, ça a commencé. L'émission a commencé? Ben, on est à l'antenne depuis 5 minutes. En règle générale, j'ai la notification assez rapidement, dit Monsieur ZD. Entre 5 et 10 minutes, dit Habib. Très bien. Ok. Immédiatement, nous dit Particule. Moi, c'est immédiat, nous dit Plague. Un peu après le début pour Hypercourgette. Le sondage, c'était comment vous avez débarqué, comment vous avez connu au poste. Et donc, c'est par Twitch. On est venu par amour. J'étais même en avance. Ok. Par YouTube. Ok. Alors, voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Les notifications. Vous pouvez. Il y a aussi la possibilité, si vous êtes sur le Discord, de. Chaque émission est annoncée sur le Discord et le Discord peut aussi, si vous le souhaitez, vous envoyer une notification. Ça fait une double, c'est bretelles et ceinture, quoi. Il y a la newsletter, qui est disponible tous les dimanches, que je vous envoie tous les dimanches avec la programmation à venir, puisque les streams, on va dire, importants, sont tous signalés sur mon site. Donc vous pouvez aussi aller voir si vous voulez savoir ce qui va se passer. Voilà, on essaie à mesure du possible de vous prévenir le plus possible, quoi. Par un raid de Samuel Etienne, par Dany Eraz. Ah, Dany Eraz, ils nous ont jamais raidé. Ils ont causé de nous. Mon compte Twitter, au poste depuis bientôt 4 ans. Non, 4 ans, c'est pas possible. Ah oui, d'accord. Comme les Gilets jaunes, un soir à la butte Montmartre. Un autre café? Oui. Cette fois, non. Je peux en avoir un café cette fois, non? Ken nous dit, t'as les métriques, tu sais, et le test ne coûtera rien. Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi. Est-ce que tu veux dire par là? Par Rust politique de mémoire, par le monde moderne. Alors après, selon le comment dirais-je, le domaine des invités, il y a des invités qui préfèrent 9h du matin parce que justement ils ont plein de rendez-vous derrière. Puis après il y a les bohémiens, quoi. Donc voilà, ils choisissent le 10h, quoi. Voilà. Donc on va jongler comme ça, quoi. 9h, 10h, etc., quoi. Host politique. Raid de Samuel Etienne, il y a un moment maintenant, nous dit Vassilev. Super les amis. Allez, une petite danse pour finir. Les manifestants se mettent à gauche, les CRS se mettent à droite. Et des deux côtés, gardez la cadence et tout le monde balance et tout le monde danse. Maudit tabernacle, allez, viens, avant. Amis de la police et de la tendresse, utopistes, merci d'avoir suivi ce nouvel épisode d'Opost. Ouais, je vois rien du tout là. Qu'est-ce qui se passe sur mon écran? Je vois rien du tout. C'est quoi ce bordel? Oh. Merci aux immenses Modo de la Paix, Techno, Euriad, Jessie, Robin, Olivier. Merci Axel pour les tasses maison, Bruno pour le néon, Geoffrey pour les logos, Sophie pour les débuts, Théo pour les bruitages, Emmanuel pour la régie son, JC Morvus-Crank et Scorch pour les musiques. La médaille du mérite est donnée aujourd'hui à Hungry pour son 5e mois d'abonnement, à Sergenda 4e mois, The Gabi 1er mois, Crapulover 15e mois, Azilis Basson 10e mois, HSBTQ 13e mois, Sales Bull 11e mois, Durdenov 6e mois, Bermude 1er mois. Merci beaucoup pour l'alerte régie. Sabrina 9e mois, Jamin 8e mois, Burand 5e mois, Durdenov
Merci pour les subs offerts. Et un immense merci aux gardiens de la paix et tipeurs, Jamé et Sabrina, pour vos dons. Il y en a eu d'autres, je crois aussi, qui s'affichent pas. Merci vraiment à vous. Ça nous permet de tenir. Sans vos soutiens, au poste ne tiendrait pas. Par vos dons et vos abonnements, vous rendez les rues de Twitch plus sûres et contribuez au salaire de l'équipe animation et modération. Ce stream libre à prix libre renverse, à chaque fois je me gourre, reverse une partie de vos dons aux développeurs indépendants qui permettent que ce foutoir existe, c'est-à-dire OBS, qui est le logiciel de stream, et Ninja pour les vidéos comme ici. Alors, hier, les modos m'ont dit, mais tu sais, en fait, il faut pas dire qui on raid. Il faut que tu raides directement, il faut réserver la surprise. Alors j'ai ici des raids proposés par les modos. On va y aller. Hop. Combien on est là? Alors, hop, je fais très vite. Ils m'ont dit, ouais, il faut aller plus vite. Et comme ça, ouais, mais c'est vrai, c'est plus rigolo. Allez, je vous envoie là, les amis. Peut-être à dimanche, sûrement. Hop, il est où le chat? Il est là. Et sûrement lundi matin pour Diati Diallo pour son super roman. Merci à tous. Merci aux donateurs discrets qui préfèrent donner entre deux streams pour ne pas apparaître à l'écran en bas. Les petits malins. Allez, je vous embrasse. À lundi. Et merci beaucoup.